Vous êtes sur Africa 24, merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un acteur de la société civile qui nous vient du Congo. Et justement, avec lui, nous allons aborder la problématique à propos de cette société civile au Congo, son existence, ses problèmes et ses dysfonctionnements aussi. C'est M. Ewangi Cephas que nous recevons. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Alors, comment se porte la société congolaise aujourd'hui? La société civile congolaise, je crois qu'elle se porte comme se porte le pays. Vous savez, dans le cas du fonctionnement du pays, l'a souligné M. Honoré Ngwanda dans son ouvrage « Crime organisé en Afrique centrale ». Il y a une forme de causalité circulaire entre élite, société et peuple, faisant que l'un soit toujours le reflet des deux autres. Donc par rapport à ce que le pays connaît, par rapport au dysfonctionnement, par rapport aux problèmes de mœurs. Le pays n'est pas en guerre, bien entendu, c'est tout à l'honneur de tous ses fils et toutes ses filles, mais il est un fait que on sent quand même une crise larvée qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous avez fait la même lecture? La lecture de la crise larvée chez nous, c'est la crise du pouvoir. La conquête du pouvoir, oui. La conservation du pouvoir. Et vous avez des acteurs politiques qui sont là. Et nous essayons, autant qu'organisation de la société civile, qui observons de très près comment fonctionne le jeu politique, on exprime un peu de regret de voir que après 25 ans d'installation de la démocratie dans notre pays particulièrement, et je suppose que les mêmes cas existent également dans d'autres pays africains, que la politique ne se soit pas bien structurée de manière cartésienne. Qu'on sache par exemple que entre les acteurs politiques, vous avez un camp des sociodémocrates, vous avez l'autre camp, par exemple, des libéraux, et il peut arriver qu'on ait des verts, on ait des écologistes, etc. Mais parfois, la lutte politique congolaise est faite des personnes qui, par exemple, ont travaillé longtemps autour du président de la République, ont passé des années entières à chanter des louanges, à le vénérer comme le Dieu, le Fils de Dieu descendu de la terre, la personne par qui le pays ne peut être sauvé que par lui. Ce sont ces gens qui n'ont fait que chanter ces louanges pendant des années, mais une fois débarqués de leurs fonctions ministérielles, en ce moment deviennent des ennemis farouches du chef de l'État et découvrent du coup qu'il est devenu un diable et un démon et qu'il faut le plus tôt possible l'abattre. Mais les acteurs qu'on ne voit pas surtout, c'est des acteurs de la société civile dont vous faites partie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne vous voit pas, on ne vous sent pas? On ne devait pas nous voir et nous sentir au même titre que les acteurs politiques. Nous ne sommes pas des concepteurs et des promoteurs des projets de société. Ce sont des politiques. Que d'occasions n'a-t-on pas eu? Oui, mais pour notre temps, vous êtes très invisible. Quand les situations difficiles arrivent, où on est obligé de prendre la parole, maintes fois nous l'avons fait et nous avons apporté beaucoup de contributions dans l'apaisement de la situation dans le pays. Mais le travail le plus énorme que mène la société civile, c'est en direction des populations. Vous savez que la démocratie, ça ne se décrète pas. C'est tout un processus d'assimilation d'un certain nombre de règles et de valeurs qui concourent à l'élaboration d'un mode particulier d'organisation de la vie sociale. Un autre aspect très important aussi, c'est la crédibilité des acteurs de la société civile. D'abord, comment devient-on acteur de la société civile? Parce qu'il n'y a pas d'école où on forme des acteurs de la société civile. Mais comment le devient-on? Parce qu'on a constaté que beaucoup n'y vont pas par vocation, mais ils vont surtout par intérêt. Il faut d'abord dire que dans la vie, tout ce que nous faisons, c'est toujours pour un intérêt. Maintenant, il est question de définir quel genre d'intérêt. L'intérêt personnel, je veux dire. L'intérêt peut être moral, l'intérêt peut être psychologique, l'intérêt peut être social, l'intérêt peut être économique. Il peut arriver qu'au plan moral, qu'on ait pour intérêt d'aider les gens qui sont en difficulté. Mais je pense que, du point de vue des organisations de la société civile, on peut se référer de cette pensée d'Antoine Saint-Exupéry, qui disait qu'il est parfois arrivé qu'une belle machine administrative ayant été détractée, celle-ci s'étant avérée irréparable, on lui a substitué, faute de mieux, les simples hommes, et les hommes ont tout sauvé. Ce qui fait que, du point de vue de la société, les populations ont des attentes vis-à-vis de leurs gouvernants. Mais parfois, on finit par s'en rendre compte qu'en dépit de tous les discours qu'on prononce, des actions qu'on mène, il y a tellement des insuffisances que certaines élites s'élèvent, organisent à travers certaines structures et on essaie d'apporter notre contribution. Autant par exemple dans le cadre du domaine des droits de l'homme, nous y faisons beaucoup. Nous allons nous intéresser à la question sur le plan institutionnel. Vous existez,
mais il faudrait que vous conformiez à un certain nombre de normes pour pouvoir exister légalement. Et c'est là que devient tout le problème, parce que vous existez, il faudrait exister durablement. On a besoin de moyens de pouvoir exister, et les moyens, ça vient peut-être du côté des gouvernants, et du coup, ils vous tiennent, non? Non, je dis non. C'est vrai que la grande difficulté des organisations de la société civile en Afrique se retrouve autour des questions des moyens financiers. Et même si nous sortons de l'Afrique, nous essayons de voir le cas de la France, des États-Unis. Moi, j'ai eu des occasions de passer des stages en France, en Belgique, en Suisse, y compris au Canada, du point de vue, dans le cas des politiques, de renforcement de nos capacités. Mais ils ont, à ce moment-là, on retrouve des organisations de la société civile très fortes. Mais ce ne sont pas des sociétés qui détiennent des industries. Il y a des politiques nationales qui vont dans le sens d'encourager l'émergence des organisations de la société civile très fortes, parce qu'on sait que ces organisations viennent en appoint aux efforts de l'État. Ce qui fait que dans le cas de la France, vous avez toutes les politiques mises en place qui font que beaucoup d'entreprises qui viennent en appui aux organisations de la société civile, financièrement, bénéficient par exemple des déductions des impôts. Donc on peut être financé et pourtant rester libre. Ça dépend de la manière que vous obtenez le financement. Si vous devez aller obtenir votre financement auprès des leaders d'un parti politique, soit un parti du pouvoir, c'est sûr qu'il y aura des conditions sur les fonds qu'on va vous octroyer, et ça peut aliéner votre manière de faire. Mais dans un contexte où il y a plusieurs acteurs de la société civile, l'État a une petite cagnotte destinée à la société civile. Là, il faut faire des tris. Et pour faire des tris, on essaie de tailler des critères sur mesure afin que certains en bénéficient. Et ce sont eux, justement, ceux qui en bénéficient souvent, ce sont eux qui savent quand même caresser le pouvoir. Ça existe. Voilà pourquoi je prends l'exemple de la Couraged, qui est la plateforme que je dirige au Congo. En plein de 15 années d'existence, tous nos financements reviennent de l'extérieur. C'est l'Union européenne, c'est l'ambassade de France, c'est le programme des Nations Unies pour le développement, c'est la coopération canadienne qui nous finance. C'est pas plus mal, non? Bon, maintenant, du point de vue des gouvernants, on est souvent qualifié d'être comme les relais locaux de l'impérialisme international, parce que nous recevons des fonds, ce qui fait que à chaque fois qu'il y a un cas de violation des droits de l'homme que nous dénonçons avec force, on insinue que nous le faisons sous la dictée des Occidentaux qui nous tendent les ressources, mais alors qu'au plan national... Ce qui n'est pas faux, hein, non plus. Ça peut aussi être faux. Vous n'auriez pas voulu quand même qu'on vous coupe le financement. Du coup, vous êtes obligé de faire ce que demande celui qui met la main à la poche, c'est celui qui commande, non? Oui, mais il faut essayer de voir quel est le fil conducteur de la démarche. Il y a des pays comme la France, des pays comme les États-Unis. Du point de vue de leur politique, se sont engagés à faire la promotion des droits de l'homme à l'échelle internationale, dit contribuer efficacement. Donc, ce qui fait que vous constaterez que... Oui, ça, c'est ce qui est officiel. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais dans ce cadre-là, des ressources existent pour encourager. Qu'est-ce que vous direz, par exemple, quand l'ambassade des États-Unis octroie 50 000 $, 300 000 $ pour faire la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Derrière, il y a quoi? Si ce n'est que faire que cet instrument qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies soit approprié par l'ensemble des populations et pour qu'on puisse en revendiquer. Un dernier aspect qu'on va évoquer dans cette émission, c'est la relation plus ou moins incestueuse qu'on constate entre les acteurs de la société civile et puis les pouvoirs, les gouvernants. Et cela jette un sérieux discrédit quand même, parce qu'on voit des acteurs de la société civile. Aujourd'hui, ils sont acteurs de la société civile. Dans 2 ans, ils ne sont plus acteurs de la société civile, ils sont convertis acteurs politiques. Et on se demande, vous qui le faites encore, est-ce que vous n'allez pas avoir la même chute? Non, je veux simplement que quand ils mettent le discernement dans cette façon de faire, je suis acteur de la société civile congolaise, pour mener à bien mon action avec suffisamment d'efficacité telle souhaitée, il me faut des bons rapports avec les gouvernants. Si, organisation de la société civile, nous ne faisons pas partie de la structure de l'État, mais nous n'y sommes pas systématiquement opposés. Ce qui fait que j'ai souvent fait le reproche à quelques amis qui confondent parfois des structures contre le pouvoir et des structures contre le pouvoir. Si, par exemple, le gouvernement est en train de mener une action que nous trouvons salutaire, qui répond à nos aspirations, mais on peut saluer, on peut encourager. La dernière fois, vous en avez encouragé, c'est quand? La dernière fois que nous avons encouragé les pouvoirs publics, je prends d'abord une première démarche sur la dynamique qui a conduit à l'insertion dans le nouveau texte constitutionnel du principe consacrant l'abolition de la peine de mort en République du Congo. Pour nous, ça a été une action qui était très salutaire, que nous avons louée. Bon, il y a eu un grand débat dans le pays sur la conscience que le président Sassou avait le droit d'engager le pays vers la réforme des institutions. En ce moment, nous avons dit on peut être pour, on peut être contre,
Mais par nature, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et quand on demande à une population de venir s'exprimer, pourvu qu'on crée des conditions d'une lutte politique à ce niveau saine. Est-ce que la tentation n'est pas forte quand on est acteur de la société civile? Parce que les pressions, ça vient de partout. Quand on est acteur de la société civile aussi, on n'est pas obligé de l'être à vie. Le grand problème, c'est d'éviter les confusions, avoir des attitudes un peu incestueuses. Monsieur Wangui est un acteur de la société civile, c'est un cadre. Demain, les pouvoirs publics peuvent avoir besoin de lui pour assumer une fonction quelque part. Or, en assumant cette fonction, je rentre dans le carré des hommes politiques, j'arrête d'être un acteur de la société civile. Qui n'arrive pas souvent. Voilà. Mais si à la fois on est acteur de la société civile, à la fois on est politique, à la fois ça participe à nous décrédibiliser. J'ai souvent dit aux amis de la société civile qu'un acteur politique, un gouvernant qui vous manipule, mais c'est le même gouvernant auprès de qui nous perdons toute crédibilité parce qu'il sait que même quand il ne sera pas là, quelqu'un d'autre à la place pourra toujours vous instrumentaliser, vous m'appelez. Voilà pourquoi il faut que nous ayons des convictions claires, précises. Nous savons que nous avons des normes, nous avons des valeurs sur lesquelles nous travaillons et nous devons nous en tenir. Je crois que vous avez un message quand même à faire passer, un appel à lancer pour ceux qui vous voient comme des appendices du pouvoir. Vous savez, comme on dit, et c'est dans le milieu de la presse que j'ai souvent entendu ça, que la pensée est libre et ce sont des faits qui sont sacrés. Chacun est libre de penser comme il entend. Je peux avoir un frère, un ami d'école qui est ministre, qui me rend visite tous les jours, je le rends visite tous les jours, et qu'on dise qu'on est associés. On ne sait pas si on veut que la société civile vive en l'autarcie quelque part. Nous vivons tous dans la même société. Donc nous, acteurs de la société civile, autant nous sommes ouverts à ceux du pouvoir, autant nous sommes ouverts à ceux de l'opposition. Encore que nous ne faisons pas un effort pour jouer à l'équilibre. Non, si vous jouez à l'équilibre, il peut arriver que même dans une situation qui soit très dangereuse, que vous essayez en train de vouloir aménager toujours le chou et la chèvre. Merci. C'est moi vraiment qui vous remercie. Ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À bientôt.